L'autre jour, je déjeunais avec François, et puis il me dit « Julien, tu as vendu ta boîte 100 millions il y a à peu près pile 1 an et 2 semaines. Est-ce que tu voudrais pas venir partager, dans le cadre des Medix, ton expérience et un peu tous les secrets qui t'ont permis de faire cette boucle qui est de la création dans mon sous-sol jusqu'à la vente ?» Et je dis bah, avec grand plaisir, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu la gentillesse de m'aider, et ça fait partie un peu de ma mission de rendre un peu tout ce que les gens ont pu m'apporter. Et puis, en fait, François, je ne vais pas du tout respecter ce qu'on s'est dit, parce que là, je vous vois tous devant moi, et vous savez, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'anticiper, c'est d'imaginer des centaines de scénarios possibles, et en fait, à force d'anticiper tellement de possibilités, en fait, on ne vit plus l'instant présent, on passe son temps à vivre l'instant futur. Et quand j'ai vendu Cedexis, je me suis dit, il faut que tu arrives maintenant à apprendre à vivre l'instant présent. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier d'être venu, écouter mes bêtises. Je crois que même vous avez payé. Donc, vraiment, merci. Vous faites partie de ma thérapie, je crois. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai créé? Je ne sais pas si vous connaissez l'application Waze. Waze, ce qui vous permet d'aller d'un point à un autre en évitant les bouchons. Ben, en fait, sur Internet, c'est à peu près la même chose. L'Internet, c'est 50 000 réseaux interconnectés entre eux. Et ce que j'ai créé, c'est un système qui permet de cartographier l'état de santé de l'Internet, de voir les zones qui marchent, les zones qui ne marchent pas bien, les moments qui marchent bien, les moments qui ne marchent pas bien. Et une fois qu'on avait cartographié ça, en s'appuyant sur l'audience cumulée de tous nos clients, ce qui faisait pas loin d'1 milliard de personnes par jour, 16 milliards de données, quand on parle de big data, on s'amusait bien, et ben, on s'est dit, plutôt que de montrer le problème, on va essayer de le résoudre. Et donc, on va un peu comme dans Waze, c'est comme si je prenais votre volant et je prends la prochaine sortie pour éviter le bouchon. Et c'est ce que j'ai créé pour éviter, par exemple, qu'un site comme Amazon, 100 millisecondes de perdu pour un site comme Amazon, c'est 1% des ventes. Parmi vous, 81% des gens arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise, vous savez, quand il y a le petit fleur. C'est ça qu'on résolvait. Et donc, avec cette idée en tête, je me suis dit, bah, on va y aller, et je suis parti là-dessus. Alors, je ne vais pas vous raconter la boîte parce que je l'ai vendue, avec beaucoup de difficultés, pas financières, mais une charge émotionnelle très intense, parce que je me sens un peu comme, enfin surtout au début, je me sentais un peu comme ce mi-homme, mi-enfant, c'est-à-dire que j'avais la dynamique de l'entrepreneur, par contre la maturité d'un enfant. D'ailleurs, toutes les nuits, je dormais comme un enfant. Et qu'est-ce que fait un enfant quand il dort? En fait, il se réveille toutes les nuits en pleurant. Et c'était ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que toutes les 3 heures, j'étais en train de me dire « Mais qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère? Pourquoi j'ai embauché des gens? Mais qu'est-ce que je suis complètement dingue ?» Et en fait, c'était une expérience génialissime. Et aujourd'hui, je suis parent de 75 enfants, dont plus 2. Les 2, ils sont biologiques. Enfin, j'espère. Et donc, j'ai créé une espèce de grande famille. Alors maintenant, je vais essayer de vous partager une dizaine de trucs qui m'ont permis j'allais dire, de m'en sortir. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, et ils me disent « Julien, je vais monter une boîte, quels conseils tu me donnerais ?» Et alors je leur pose, avant qu'ils me parlent du business model, de comment ça fonctionne, de tout ça, j'ai 2 questions. La première, est-ce que ta famille est d'accord? Est-ce que ta femme, ton mari, ton concubin, ton concubine est d'accord? Parce que sinon, vous allez tellement ramener la boîte à la maison, vous allez la vivre, et comme je vous disais, on anticipe tout le temps, donc on pense tout le temps à ça, on prend sa douche avec sa boîte, on fait des dîners romantiques en pensant à sa boîte. Et donc, un peu comme un goujat, il faut l'accord de madame ou de monsieur. Sinon, vous rentrez dans le phénomène des 3D. Vous connaissez le phénomène des 3D? Dépression, divorce, dépôt de bilan. Et le problème du phénomène des 3D, c'est qu'il implique assez automatiquement le phénomène des 5C. Vous ne connaissez pas le phénomène des 5C non plus? C'est con, mais c'est comme ça. Et donc, soyez super vigilants. Et la deuxième question que je leur pose, c'est est-ce que tu as un coach? Parce qu'il y a tellement de moments où on se sent seul, il y a tellement de moments où on ne sait pas, que le fait d'arriver à challenger ses idées et essayer de savoir comment est-ce que les questions que je me pose sont les bonnes, ben c'est extrêmement épanouissant. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, 70% des boîtes qui réussissent sont coachées. Et si je reviens sur la famille, le taux de divorce en France, c'est 45,6%, il est à 70% chez les entrepreneurs. Vous voulez toujours entreprendre? Bon, alors je vous rajoute une stat que j'ai lue dans je ne sais plus quelle fake news, mais l'espérance de vie d'un entrepreneur, c'est moins 20%. Mais c'est tellement génial!
Alors, ma vie d'entrepreneur, ça ressemble un peu à ta courbe, hein, c'est-à-dire qu'au début, on est hyper enthousiaste, on fait un business plan. Alors, un business plan, ça s'appelle un... Alors, ouais, ça doit faire ça. Et donc, en tant qu'investisseur, maintenant, je fais la règle des 2-2-2. C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'avec son business plan, il va réussir à survivre en mettant 2 fois plus de temps, ça lui coûtera 2 fois plus, et en plus, il va générer 2 fois moins de revenus. Si là, le business plan tient, dans ces cas-là, j'investis. Comme quoi, vous savez, il y a des règles hyper mathématiques chez les investisseurs. Parce que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment la vie d'entrepreneur. Et c'est ce que j'appelle l'écart type entre l'euphorie et la dépression. Et c'est la différence entre quelqu'un de normalement constitué et un entrepreneur, c'est celui qui arrive à absorber cette charge émotionnelle intense. Et cet écart type entre euphorie et dépression, il peut arriver plusieurs fois dans un espace-temps de 5 minutes. J'ai un client qui vient, on le met en prod et il est planté. Et puis après, vous avez quelqu'un qui va pas bien, et donc il faut être vigilant. Donc, comment ça a démarré? On est à Meudon, il faut faire un peu de politique. Donc, un jour, je suis en train de déjeuner avec un Américain, et puis le téléphone sonne. Et comme tout bon Français, quand je suis en train de déjeuner, qu'est-ce que je fais? Je raccroche. On ne me dérange pas pendant que je bouffe. Pas déconner quand même. Hein. Et donc, le téléphone sonne à nouveau. Et là, c'est un code avec mes enfants qui fait que si jamais il y a un problème, tu appelles 2 fois de suite parce que papa répond jamais. Et dans ces cas-là, je décroche parce que peut-être qu'il a emprunté le téléphone de quelqu'un d'autre. Et là, monsieur Éric Parent, que je ne connaissais pas, me dit, voilà, j'ai eu votre nom par différentes personnes sur la place de Paris. Il paraît que vous pouvez me sauver la vie. Wow! Je suis en charge du site de Carla Bruni-Sarkozy. Le site internet est en panne depuis samedi, on est mardi. Donc là, j'étais un peu vexé, parce que d'habitude, j'arrive à avoir l'info assez vite. Et ce soir, elle fait le 19-20 et le 20h. Le commercial, le directeur technique, l'avant-vente et le directeur commercial sont plus de boulot. Donc je ne sais pas si elle a quelqu'un dans sa famille qui a le bras long, mais enfin, en tout cas, ça a eu quelques dégâts. Et j'ai récupéré la patate chaude, et il faut que ça marche, parce que sinon, globalement, ça va être chaud. Je dis, mais très bien, je veux bien, mais d'un autre côté, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que pour l'instant, tout est en test. On va brancher, puis on verra bien. Bon, d'un autre côté, vous êtes dans le noir, ça ne peut pas être pire si on branche et que ça ne marche toujours pas. Et donc, on branche, et là, alléluia, 23 minutes après, ça fonctionne. Le soir, elle fait un trafic de dingue, Internet, et Éric Parent me demande, alors combien je te dois? Je dis, ben, je ne peux pas te facturer parce que, en fait, je n'ai pas encore créé la structure, donc je n'ai pas de cabis, donc je ne peux pas te facturer. Par contre, je voudrais pouvoir buzzer sur l'événement. Il me dit, ce que tu veux, je viens de devenir directeur général du groupe. Ok, je buzz, et donc j'appelle un copain qui s'appelle Jean-Michel Billot, qu'on surnomme le papy de l'Internet, donc si vous voulez entreprendre, il faut passer par la case Jean-Michel Billot. Et il titre un truc du type « Cedexis a sauvé la vie de Carla Bruni-Sarkozy ». Truc simple. Sans... Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je suis en voiture avec mes enfants, et ma femme, téléphone sonne, je décroche. « Bonjour, c'est l'Élysée. »« Wow, qu'est-ce que vous avez fait à Carla ?»« Rien du tout. » Et là, par hasard, personne ne bronche dans la voiture. Hein. D'habitude, ça braille tout le temps, mais là, personne ne bronche. Et donc, il me dit « Venez vous expliquer demain 9h à l'Élysée. » Et là, j'ai un espèce de moment de doute, et je me dis, j'ai quand même pas mal de copains qui sont capables de me faire des blagues. D'ici à ce que je me retrouve devant les gendarmes à l'Élysée et que j'ai pas rendez-vous, ça peut pas très bien se passer. Donc, je sais pas, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de l'Élysée, parce que je sais pas où c'est. Et donc, il m'envoie un mail, et dans son email, il y avait bien marqué @elysée.gouv.fr. Donc, je me suis dit, bon, c'est sérieux. Donc, le lendemain, j'arrive à l'Élysée, et je fais ma première erreur business. C'est-à-dire que je commence à travailler pour eux, et c'est l'erreur que j'appelle l'erreur du 5 degrés Est. C'est-à-dire que je savais exactement où je voulais aller, je savais exactement comment je voulais dérouler ma société, sauf que, un peu peut-être intimidé par les strates de l'Élysée, ils me disent « Est-ce que vous pourriez faire du consulting, mais pas exactement dans cette direction-là, mais dans celle-ci ». Ah, je dis, bah, très bien, ok, très bien, je commence à travailler, beaucoup, énormément, à tel point que je prends énormément de retard sur le déroulement de ma roadmap, et puis j'arrive à un moment où je me retrouve avec 60 000 € à facturer. Je dis, bon, ça serait quand même bien que vous me payiez, parce que j'ai déjà vidé les livrets A de mes enfants, ça commence à couiner un peu à la maison, donc si je peux avoir cette prestation, ça sera pas mal. Et là, ils me disent, bah, allez rencontrer cette dame-là, elle va vous faire signer des DC3 ou des DC4, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour moi, DC3, c'est un avion, mais enfin là, c'était un formulaire informatique. Et je rencontre cette dame qui me dit, est-ce que ce contrat représente plus de 40% de votre chiffre d'affaires? Alors, je réfléchis, je me dis, je ne suis pas très très bon en maths, mais si vous êtes mon seul client, ça doit faire 100%. Elle dit, ah, dommage, on ne peut pas vous payer. Au revoir, monsieur.
Donc on m'a dit qu'il y avait des gens du gouvernement dans la salle. Vous me devez 60 000, hein, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous repérerai. Alors ça, c'était la première expérience pour vous dire que restez, excusez-moi du terme, mais restez fucking focus. Alors, quand on crée une entreprise, souvent on dit les clients au centre, c'est le client qui est le plus important. Eh bien non! Ce sont les équipes. Parce que si les équipes sont heureuses, elles savent exactement ce qu'elles ont à faire et du coup les clients sont heureux. Et je le vois d'autant plus qu'on critique souvent les générations X, Y, Z. Moi, je les adore. À partir du moment où vous avez trouvé la bonne formule, ils se dépassent jusqu'à tel point que des fois, je repassais devant le bureau à 23 h, je voyais que la lumière était allumée. Je rentrais d'un autre dîner Internet et comme bon petit-fils de paysan hollandais, un sou est un sou, je dis oh, ils n'ont pas éteint la lumière, donc je rentre dans la société et là je vois qu'ils sont encore en train de travailler, j'arrache leurs ordinateurs, vous savez les Mac un peu en métal, et je les balance en disant tu as le droit d'avoir une vie perso, tellement ils étaient impliqués. Ils sont venus rejoindre votre société pour pouvoir influer sur son futur, pour pouvoir évoluer aussi avec. Ils habitent autant la société. Je me suis retrouvé du coup à devoir faire appel à des ostéopathes pour venir au bureau pour les remettre d'équerre, tellement c'était important. Donc moi c'est vraiment ma famille et vous savez ça fait 1 an donc et 2 semaines que je l'ai vendu et j'ai encore ce matin tous les jours des messages ou des coups de fil de ces équipes et c'est très agréable. Et des fois quand vous avez des gens qui s'incrustent sur les photos. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique et merveilleux président. Je suis sur scène, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais ne sous-estimons pas l'impact des politiques sur votre business. J'ai eu la chance de pouvoir voyager avec François Hollande en Singapour, Malaisie, Indonésie et en Grèce pendant 1 semaine avec Emmanuel Macron. Quand vous voulez ouvrir un business en Asie, le temps de trouver le bon endroit, les bons partenaires, les premiers clients, de ne pas vous faire empapaouter par un partenaire local, vous allez mettre quoi? 18 mois, 2 ans, le temps d'arriver à tout faire, plus les allers-retours et les coûts qui vont avec. Quand vous arrivez avec Business France, et on a la chance d'avoir un organisme entre Business France et la BPI qui vous accompagne extrêmement bien les entrepreneurs, vous arrivez directement avec un email envoyé par l'Élysée ou par Business France en disant « Une pépite française accompagne le président de la République et voudrait rencontrer le PDG de tel groupe média ». Vous êtes reçu par le PDG, il vient avec tout son staff, et mon cycle de vente, qui était à peu près de 18 mois à 24 mois, est passé à 3 mois. Et je me retrouvais dans des situations où, en 1 journée, j'arrivais à signer 7 contrats. Alors que normalement, si on en arrivait à 1 par semaine, on était vraiment très content. Donc, à la fois, on est certes peut-être de temps en temps à faire valoir des hommes politiques, mais à la fois, quand on s'en sert bien et quand on arrive à suivre le rythme de ces brutes de travail, franchement, en tout cas, moi j'étais ravi de ça. Alors, quand on a ces équipes qui sont complètement passionnées, il faut leur donner du sens. Et vous voyez, moi j'ai injecté des données temps réel pour prendre des décisions en temps réel, pas forcément super glamour. Mais quand vous arrivez dans cet écart type entre euphorie et dépression et d'être dans la phase de dépression, se dire qu'on est en train d'améliorer l'expérience utilisateur de plus d'1 milliard de personnes sur la planète, ça vous redonne une niaque d'enfer. Et quand vous savez qu'Internet, c'est quand même l'endroit où on peut retrouver le plus d'informations pour se cultiver, pour comprendre son quotidien, et qui comprend son quotidien peut l'enseigner à ses enfants, et du coup mieux anticiper son avenir et aller vers plus de démocratie. On voit bien que les pays qui sont les moins démocratiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils filtrent un maximum l'Internet. Et donc on a cette chance-là, et quand on est dans cette phase difficile et se dire qu'on améliore l'accès à Internet et la fluidité d'accès à de l'information pour plus d'1 milliard de personnes, ça vous file une niaque et vous remontez d'une façon phénoménale. Alors, range ta chambre. Vous connaissez le phénomène Airbnb? C'est-à-dire que des fois, quand vous partez en groupe à un salon qui s'appelle l'IBC à Amsterdam, qui est le salon le plus fatigant que je connaisse, on arrive, on avait loué plusieurs appartements et on arrive, tout est occupé, dommage. Et là, vous rentrez dans une spirale qui peut être assez négative, genre c'est un plan loose, c'est un plan galère, on va galérer, on va être crevé. Et quand vous commencez à sentir les prémices de ce plan galère, switchez votre cerveau en vous disant « je suis en train de me créer des futurs souvenirs ». Et là, j'ai beaucoup de plaisir à vous partager une chambre où nous dormions à 6. Vous imaginez dormir avec 6 de vos collègues? Sur le moment, c'est un plan galère. Maintenant, ça me fait plaisir et ça me fait marrer de vous la montrer parce que je sais exactement qui a oublié son caleçon et ses chaussettes dans la salle de bain. Je sais exactement qui ronfle comme un cochon et ça me fait marrer. Donc, je voulais vous le partager parce que c'est quelque part, j'ai pas de problème, on a un problème.
et on le résout ensemble. Et dans ces cas-là, on arrive à faire on génère des idées qui sont assez amusantes. Il faut comprendre que souvent, j'ai eu même des désobéissances qui généraient des sacrées innovations. Et donc une belle désobéissance bien réussie, ça génère une bonne idée. Une fois que le produit est à peu près prêt, et s'il vous plaît qu'il soit prêt, parce que déjà traverser Paris, même Paris-Meudon en moto, c'est 20 minutes, mais quand vous allez commencer à faire du business en Corée ou aux États-Unis, ça prend un petit peu plus de temps. Donc une fois que le produit est à peu près stable, parce qu'un produit n'est jamais fini, il ne faut pas se leurrer, on est dans une start-up, vous pouvez commencer à partir à l'international. Alors comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On se couche à peu près, comme toute start-up, 3h27 du matin, c'est tout à fait courant. On se lève par contre un tout petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on se lève vers à peu près 5h30. D'accord? C'est à peu près le rythme d'un président de la République. Et on va commencer à prendre quelques avions. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la forme physique. C'est un petit rituel que j'avais du coup avec ma famille, c'est-à-dire que des fois, ils m'appelaient en disant « Papa, tu viens rentrer ce soir à la maison et désolé, je suis en Israël. Désolé, je suis à Amsterdam. Là, tu me réveilles, je suis en Corée. » Et donc, j'avais pris ce rythme-là de leur envoyer. Et donc, j'ai même découvert ce matin sur mon appli Air France que j'avais passé plus de 45 jours dans l'avion. Donc, faut la forme, surtout quand Delta Airlines vous donne des choses à manger qui ne sont pas forcément super ragoûtantes. Donc, merci Delta Airlines qui sponsorise cet événement, merci beaucoup. Parce qu'il faut me nourrir quand même, et puis comme vous êtes start-up, vous allez quand même en éco. Et puis, donc voilà. Par contre, quand vous allez en Asie, je vais vous partager 2 secrets. Quand vous négociez avec les Asiatiques, Chinois, Coréens, Taïwanais, vous avez ces grandes tablées où vous allez manger de l'œsophage de canard. Évitez, parce que même en se brossant les dents 3-4 fois, on garde le goût, ça part pas. Ou les pâtes de poulet, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, moi, j'ai pas trop apprécié. Mais le truc, c'est que toutes les 2 à 3 minutes, vous allez chiner pour boire un alcool de riz qui va vous transpercer l'estomac comme jamais. Et l'objectif de vos clients ou de vos prospects, c'est de vous mettre d'équerre. Et donc, mon premier secret, c'est que quand vous arrivez, vous commandez une soupe et vous asseyez à côté de la plante. Alors pourquoi la soupe? Parce que quand vous chinez, vous prenez l'alcool, vous gardez l'alcool dans la bouche, alors que les autres l'avalent, et après, vous prenez la soupe et vous recrachez. Vous rigolez, mais ça m'a sauvé la vie un nombre de fois incalculable. Sauf qu'au bout d'un moment, la soupe, elle déborde. D'où la plante. Et vous mettez l'alcool dans la plante. Pour ça que les plantes dans les magasins, dans les restaurants asiatiques, elles sont jamais très... Mais voilà. Donc, gardez ce secret pour vous, parce que ça m'a évité, une fois, de me retrouver dans un sous-sol en disant « Non, ils vont pas me faire ça ». Et puis là, vous rentrez, puis vous voyez des portes sur les côtés avec une jeune femme qui vous accueille. Je dis « Non, non, ils vont pas faire ça ». Et puis là, ils ouvrent la porte, et c'était quoi? Un karaoké. Et avec mes copains coréens, on a chanté Gangnam Style jusqu'au bout de la nuit. Et donc, c'est des bons souvenirs, et c'est quand même extrêmement réjouissant. Alors, à un moment, comme tout bon stéréotype de boîte en hypercroissance, j'ai levé de l'argent. 1 million, puis 7 millions, puis j'ai fait un petit Citrix qui avait voulu nous racheter déjà à l'époque, nous a fait un peu de pognon, puis après 22,8 millions. Donc, plus on lève d'argent, plus on est bête en fait, parce que plus on dépense. Et l'autre point, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour le fait que tu sois pas financé, même si je vais rejoindre un fonds. Et donc, il faut comprendre que la relation que vous avez avec un investisseur, c'est un mariage, sachant que vous allez divorcer. Donc, s'il vous plaît, avant de vous marier, essayez de vous fiancer. Parce que apprenez à le connaître. Posez-lui la question, est-ce que je peux rencontrer des entrepreneurs dans les participations dans lesquelles tu t'es planté? Parce que c'est dans les moments de crise où vous voyez la vraie nature des fonds d'investissement. Et l'agenda des fonds d'investissement n'est pas forcément toujours, ou en tout cas tout le temps, aligné avec l'agenda des entrepreneurs. Donc, c'est important. Et un autre point que j'aurais pu me tatouer tellement mon investisseur me l'a répété et que je n'ai jamais voulu l'entendre ou le comprendre, c'est « When you raise money, your company is changing, it's no more your company ». Quand vous levez de l'argent, votre société change, ce n'est plus votre société. Donc ça veut dire que soit vous faites le choix de ne pas lever de l'argent, ce qui est tout à fait honorable, et vous allez être propriétaire d'une maison, petite bicoque, grande maison, mais d'une maison, ou vous levez de l'argent, vous allez être propriétaire d'une chambre dans un plus ou moins grand château. Et s'ils ont envie de changer la couleur des murs, ils changeront la couleur des murs. Donc il faut le comprendre, mais moi en tout cas, ça m'a permis de scaler et de monter la boîte, d'ouvrir 9 bureaux dans le monde en moins de 6 ans,
de signer avec des Facebook, Twitter, Slack, Pinterest, mais aussi des Alibaba, Tencent, Baidu et Co, et beaucoup de marques européennes. Alors le rôle du fondateur, c'est quoi? Ça va être de définir un cap, ça va essayer de ne pas changer. Donc s'il y a des entrepreneurs dans la salle, arrêtez de faire des pivots, vous n'êtes pas des girouettes. Vous avez le droit d'avoir bien bossé, de bien définir votre stratégie. Une fois que vous avez bien défini votre stratégie, essayez de rester quand même ferme dans votre direction et éviter l'erreur du 5 degrés Est. C'est de pousser les gens à lever la main quand ils ont un souci et d'être très dans la transparence. Et donc, il y a plein d'outils qui vous permettent d'éviter les agendas cachés ou des choses comme ça. Essayez d'être le plus transparent possible. Et puis aussi, le rôle ensuite du fondateur, c'est aussi, une fois que c'est fait, c'est de transmettre, et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et un jour, eh ben, c'est la vente. Et là, ça se passe plutôt très très bien pour nous, surtout pour mes investisseurs, et qui ont fait une super culbute, mais je ne suis pas à plaindre. Et là, le rôle, et ça c'est à ce moment-là où on se dit, ben, ça y est, tout est fait, et en fait, vous avez encore la responsabilité de la cote Argus de vos équipes. Et que vous êtes dans une zone de stress où, certes, vous êtes sous les feux de la rampe, génial, c'est très agréable. Par contre, n'oubliez jamais vos équipes, parce que vous n'en seriez jamais arrivé là sans eux. C'est votre famille, moi je les aime avec un grand A, et ce qui m'a permis de toujours rester focalisé, c'est de me dire, est-ce que je pourrais imaginer qu'il y ait un concours entre eux, sans que je sois au courant, du nombre de cabinets de recrutement qui vont les appeler par jour, tellement ce sera une success story et qu'ils seront sollicités. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, voilà, ma communication de sortie, elle a été réussie. Ils sont heureux, ils ont participé à une aventure extraordinaire, ils ont appris plein de trucs. Et je suis ravi d'ailleurs de voir que dans l'équipe, une grande partie, maintenant, sont devenus entrepreneurs. Ça doit être un virus, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, je pourrais terminer par une phrase un peu bateau, du type, voilà, le plus important, c'est pas d'être arrivé, mais d'être parti. Mais c'est du bullshit. Le plus important, franchement, et quand je regarde les boîtes qui réussissent, c'est celles dont les équipes ne lâchent rien et surtout prennent un immense plaisir. On a la chance d'être en France, on a la chance d'être dans un magnifique pays qui nous permet de pouvoir entreprendre avec tout le soutien possible. C'est un kiff d'enfer. Si vous êtes père ou mère de famille, vous voyez le kiff que c'est d'avoir des enfants, ben là vous allez créer une immense famille qui va rayonner à l'international et ça sera un plaisir immense et je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup.